j'ai poignardé mon frère dans le dos pas avec un couteau, mais avec les mots qu'il m'avait toujours réservés. Le sang qu'il a versé n'était pas rouge, mais une cascade de mensonges accumulés depuis l'enfance, et quand il s'est effondré à mes pieds, dans le salon de notre vieille maison de banlieue parisienne, j'ai ressenti pour la première fois le goût métallique de la victoire. Ce n'était pas de la haine pure, c'était la libération d'une femme qui avait passé sa vie à essuyer les larmes des autres avant les siennes. Et pourtant, en le voyant ramper, suppliant, j'ai compris que la vraie blessure n'était pas la sienne, mais la mienne, celle d'une âme enfin éveillée, prête à tout pour ne plus jamais plier. Paris, cette ville qui avale les rêves comme un égout affamé, m'a vu naître en 1985, dans un appartement exigu du 18e arrondissement, où l'odeur de pain grillé se mêlait à celle des regrets familiaux. Ma mère, une infirmière usée par les nuits blanches à l'hôpital Saint-Louis, m'avait nommé Élise, en hommage à une tante disparue trop tôt, comme si porter ce fardeau dès le berceau pouvait expier les fautes des aïeux. Mon père, un employé de banque terne, rentrait chaque soir avec des épaules voûtées et des silences qui pesaient plus lourd que ses dossiers. Et puis il y avait mon frère aîné, Antoine, 5 ans de plus, le Golden Boy, celui que l'on avait couronné roi avant même qu'il ne sache marcher. Dès mes premiers souvenirs, la leçon était gravée en moi comme un tatouage invisible, passe après les autres. Élise, laisse à ton frère le plus grand morceau de gâteau, il grandit plus vite, murmurait ma mère en servant le dîner sur notre table en formica ébréchée. Antoine, avec ses yeux verts hérités de notre grand-mère normande, prenait tout, les jouets neufs, les places en première ligne au spectacle de Noël au théâtre du Châtelet, les faveurs de nos parents épuisés. Moi, j'étais l'ombre, la consolatrice. Quand Antoine pleurait après une chute à vélo dans le parc des Buttes-Chaumont, c'était moi qui essuyais ses genoux écorchés, pendant que ma mère le berçait. « Sois gentille, ma chérie, les garçons sont fragiles, disait-elle, et je hochais la tête, apprenant déjà à avaler mes propres bobos. À l'école primaire, rue de Clignancourt, cette éducation tordue s'est enracinée plus profond. Antoine ratait ses contrôles de maths. Je lui prêtais mes cahiers, réécrivais ses devoirs jusqu'à minuit, mes yeux brûlants sous la lampe à abat-jour jaunie. En échange, il me traitait de la petite idiote utile, un surnom qui glissait comme du venin sucré. Les professeurs, ces gardiens bienveillants de la République, voyaient en nous le duo parfait, le leader charismatique et sa sœur dévouée. Personne ne remarquait que je passais mes récréations à réparer les injustices, partager mes crayons avec les gosses pauvres du quartier, ou défendre les intellos maladroits contre les brutes du foot improvisé sur le bitume craquelé. Adolescente, le poison s'est insinué dans mes veines comme une perfusion lente. Lycée Hélène Boucher, à Montreuil, où l'air vibrait des rires forcés et des premiers amours avortés. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré Julien, un garçon aux cheveux en bataille et aux rêves de cinéma, dans un ciné-club du quartier. On s'est embrassé sous les néons clignotants du métro ligne 9, et pendant un été entier, j'ai cru que l'amour pouvait réécrire les règles familiales. Mais Antoine, alors étudiant en droit à la Sorbonne, a flairé la menace. Il te larguera pour une fille plus ambitieuse, Élise. Toi, tu restes la gentille, celle qui dit oui à tout. Ces mots, lancés comme des flèches lors d'un dîner dominical arrosé de vin rouge bon marché, ont semé le doute. Julien est parti, invoquant des différences insurmontables, et j'ai passé des nuits à me demander si mon frère n'avait pas raison ou si ma générosité n'était qu'une faiblesse déguisée. Ma mère, témoin muet de ces fissures, renforçait le dogme. Les femmes de notre lignée sacrifient, Élise. Regarde ta grand-mère, elle a élevé 4 enfants pendant la guerre, sans un mot de plainte. Ces histoires, contées autour de la soupe aux choux, étaient des chaînes invisibles. Mon père, lui, hochait la tête en sirotant son pastis, ses yeux fuyants trahissant ses propres renoncements. J'ai intégré l'ESSEC à 20 ans, non par passion pour la finance, mais parce qu'Antoine y avait échoué et que ça l'aiderait à se relancer. Mes nuits blanches sur les bilans comptables étaient pour lui, mes promotions, des trophées qu'il revendiquait comme siens lors de ses dîners networking au Café de Flore. Pourtant, au fond de moi, une étincelle grésillait. Lors d'un stage à la BNP Paribas, j'ai croisé le regard d'une cadre supérieure, Madame Lefebvre, une quinquagénaire aux tailleurs impeccables et au sourire carnassier. « Pourquoi tu te donnes tant de mal pour les autres, petite ? Pense à toi, pour une fois. » Ces mots, glissés lors d'un café au distributeur, ont fissuré la carapace. J'ai commencé à noter, dans un carnet noir acheté à la Fnac des Halles, les moments où je m'effaçais, le café offert à un collègue fainéant, le week-end annulé pour babysitter les neveux d'Antoine. C'était le début d'une comptabilité secrète, un bilan de dettes que je n'oublierai pas. Mais la vraie déflagration est venue à 30 ans, quand notre père est mort d'une crise cardiaque dans son bureau de la rue de Rivoli.
Enterrement sous un ciel de plomb au Père-Lachaise, où les corbeaux semblaient moqueurs. Antoine, déjà marié à une avocate ambitieuse nommée Claire, a pris les rênes de l'héritage, la maison familiale à Vincennes, les économies maigres, même ma part symbolique d'action. Tu n'en as pas besoin, Élise, tu es si indépendante, a-t-il susurré en signant les papiers, Claire hochant la tête avec un sourire de requin. Ma mère, veuve éplorée, a murmuré, laisse-le faire, ma fille, il porte le nom de famille. J'ai serré les dents, avalé la bile, et continué à payer ses factures médicales, à l'appeler chaque soir depuis mon studio exigu du Marais. C'est là, dans le silence de ses appels, que la rage a germé. Pas une rage explosive, mais une lente fermentation, comme un vin qui tourne au vinaigre. J'ai commencé à lire des essais sur la psychologie des victimes, des biographies de femmes qui avaient brisé leur chaîne, comme Simone de Beauvoir revisitant son deuxième sexe intérieur. Et puis, un soir d'octobre pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient aux semelles sur les quais de Seine, j'ai croisé un ancien camarade de fac, Lucas, devenu thérapeute. Élise, tu te souviens? Tu étais toujours celle qui écoutait. Et si, pour une fois, on t'écoutait, toi? Sa voix, douce comme un confit de canard, a ouvert une brèche. Les séances ont suivi, dans un cabinet discret près de Bastille, où l'odeur d'encens masquait à peine les pleurs des précédents. Lucas m'a forcé à déballer, l'enfance volée, les amours sabotés, l'héritage dérobé. C'est de l'abus narcissique, Élise. Ta famille t'a conditionné à l'autosacrifice. Ces mots ont allumé le feu. J'ai arrêté d'appeler ma mère tous les soirs, j'ai refusé d'aider Antoine à relancer son cabinet d'avocat en pleine crise économique. Désolé, frangin, j'ai mes propres factures. Sa voix au téléphone, d'abord incrédule, puis furieuse, tu changes, Élise. C'est égoïste. Égoïste. Le mot m'a fait rire, un rire rauque qui résonnait dans mon appartement vide. Pourtant, le doute persistait, comme une écharde sous la peau. Était-ce vraiment la liberté, ou juste une nouvelle prison? J'ai commencé à observer Antoine de loin, ses posts LinkedIn vantant ses succès familiaux, Claire enceinte de leur premier, ma mère rayonnante à l'idée d'une petite fille. Moi? J'étais l'oncle fantôme, invité aux fêtes pour servir le vin et disparaître. Lors du Noël suivant, à la maison de Vincennes, décorée de guirlandes clinquantes du BHV, j'ai craqué. Antoine, ivre de champagne, a lancé « Élise, passe-moi le sel » et dit à maman que tu l'aides pour le dessert. J'ai posé l'assiette, lentement, et j'ai dit « non ». Un non aussi simple, si franc, qu'il a figé la tablée. Ma mère a pâli, Claire a toussé. Antoine a ri, nerveux, « Quoi, tu fais ta crise d'indépendance maintenant ?» C'était le premier coup de feu. Mais la guerre ne faisait que commencer. Les mois suivants ont été une danse sur des braises. J'ai démissionné de mon poste à la banque pas par caprice, mais parce que chaque réunion me rappelait les sacrifices inutiles, les heures offertes à des patrons ingrats comme Antoine offrait ses échecs à la famille. Avec l'indemnité, j'ai monté une petite agence de conseil en ressources humaines, spécialisée dans le burn-out des employés surmenés. Ironie du sort, aider les autres à poser des limites, alors que les miennes saignaient encore. Mon bureau, un loft reconverti dans le 11e, près de la place de la République, sentait le café fraîchement moulu et les livres neufs sur la psychologie positive. J'y passais des nuits à rédiger des rapports, mais cette fois, pour moi. Les clients affluaient, des secrétaires parisiennes épuisées, des ingénieurs de chez Airbus à Blagnac en télétravail forcé. « Madame, comment dire non sans culpabiliser ?» demandait-elle. Je souriais, intérieurement, si seulement elle savait. Antoine, de son côté, patinait. Son cabinet, niché rue de Grenelle dans le 7e, croulait sous les dettes. Claire, avec son ventre arrondi, le poussait à briller, mais les clients fuyaient ses plaidoiries maladroites. Il m'appelait, sporadiquement, d'une voix mielleuse, « Élise, juste un conseil pour un dossier fiscal. » Tu es doué pour ça. Je refusais, poliment d'abord, puis avec une fermeté qui le hérissait. Frangin, embauche un expert. Moi, je suis en vacances. Vacances? J'en prenais enfin, un week-end à Deauville, marchant sur la plage venteuse, le sel piquant mes lèvres, imaginant noyer les fantômes familiaux dans les vagues grises de la Manche. Ma mère, elle, s'effritait. Ses appels, autrefois rituels, étaient devenus des plaintes larmoyantes, « Ton frère est stressé, Élise. Et toi, tu ne passes plus. Viens dîner dimanche. » Je venais, mais changé. Lors d'un repas à la brasserie du coin,
sous les lambris sombres du Procope, j'ai lâché la bombe, maman, Antoine m'a volé ma part d'héritage. Tu le savais? Elle a blêmi, sa fourchette suspendue au-dessus de l'escargot fumant. C'était pour le bien de la famille, ma chérie. Il en avait plus besoin. Besoin. Le mot claquait comme une gifle. J'ai payé l'addition et suis parti, laissant derrière moi l'odeur de beurre et de trahison. C'est Lucas qui m'a poussé plus loin. Lors d'une séance, alors que la pluie martelait les vitres embuées, il a dit « La vengeance n'est pas du poison si elle guérit. » Qu'est-ce qui te retient? La vengeance. J'y avais goûté en rêve, exposé les magouilles d'Antoine, ses faux témoignages pour des clients véreux, ses dettes cachées à Claire. J'avais fouillé, discrètement un coup de fil à un ancien collègue de banque, un scroll infini sur les réseaux pro. Il trichait sur ses impôts, gonflait ses factures, et pire, il avait détourné des fonds familiaux pour financer son addiction au poker en ligne, ses nuits folles au cercle sélect de l'avenue de Friedland. Le plan s'est dessiné comme un scénario de film noir français, ceux de Melville que j'adorais ado. Pas de violence physique trop vulgaire, trop américain. Non, une dissection chirurgicale, au scalpel des faits. J'ai commencé par Claire. Un café innocent, place des Vosges, sous les arcades Renaissance, où les pigeons picoraient les crottes de croissant. Félicitations pour le bébé, Claire. Mais as-tu vu les relevés bancaires d'Antoine? Il y a des retraits étranges. Innocente, je lui ai glissé un dossier anonyme, des impressions d'emails interceptés via un contact hacker freelance ou un gamin de Nanterre que j'avais aidé lors d'un atelier sur l'éthique numérique. Ses yeux, derrière ses lunettes à monture fine, se sont écarquillés. C'est impossible. Mais elle savait. Les femmes comme elle, forgées dans les prépas impitoyables, sentent le vent tourner. Antoine a appelé le soir même, furieux, « Qu'est-ce que tu as dit à Claire ?» Elle me harcèle de questions. J'ai ri, un rire clair comme le vin blanc de Sancerre. Rien, frangin. Juste la vérité. Tu devrais essayer, un jour. Il a raccroché, mais le poison coulait. Bientôt, des rumeurs ont circulé dans le milieu juridique parisien, le frère d'Élise Moreau. Un tricheur. Évite-le pour tes affaires. Mes clients, ces avocats en herbe, propageaient l'info sans le savoir, lors de nos consultations sur le stress au travail. Ma mère a tenté une médiation, un thé chez La Durée, sur les Champs-Élysées, où le sucre en poudre masquait à peine l'amertume. Arrête ça, Élise. Tu détruis la famille. J'ai siroté mon Earl Grey, observant les touristes japonais mitrailler l'Arc de Triomphe. La famille? Celle qui m'a effacé? Non, maman. J'apprends juste à exister. Elle a pleuré, des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues poudrées. Pour la première fois, j'ai vu la femme derrière la mère, une victime elle-même, piégée dans le cycle des sacrifices. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. 3 mots. Pas assez pour réparer, mais un début. Pourtant, la nuit, dans mon lit au drap de lin rêche, le doute me rongeait. Était-ce de la justice, ou juste de la jalousie tardive? Lucas insistait, c'est de la reconstruction. Tu reprends ce qui t'appartient. J'ai accepté un dîner avec un nouveau client, un éditeur divorcé nommé Marc, aux yeux bruns et au rire contagieux. On a mangé des huîtres aux prunes, dans le Marais, parlant de tout sauf de famille dysfonctionnelle. Pour la première fois depuis Julien, j'ai senti une étincelle au pas d'amour fou, mais de possibilités. Tu es forte, Élise, a-t-il dit en me raccompagnant. Forte. Le mot m'a réchauffé comme un feu de cheminée en hiver normand. Mais Antoine contre-attaquait. Il a lancé une campagne sournoise, des textos culpabilisants en pense à maman, elle est malade à cause de toi et pire, une visite surprise à mon bureau, flanquée de Claire, dont le ventre proclamait une trêve forcée. On veut t'enterrer la hache, Élise. Pour le bébé. Son sourire était un masque, mais j'ai vu le calcul dans ses yeux. J'ai refusé, offrant du thé à la menthe comme une hôtesse polie. Enterrer? Non. Déterrer, peut-être. Les vérités enfouies. Ce soir-là, seul avec un verre de Bordeaux, j'ai ouvert mon carnet noir. Les dettes s'allongeaient, l'héritage volé, les années perdues, les noms que j'aurais dû dire plus tôt. La vengeance n'était plus un rêve, c'était un contrat. Et le premier article, exposait publiquement les tricheries d'Antoine lors d'un colloque sur l'éthique professionnelle, où j'étais invité comme experte en bien-être au travail. Paris, ville des Lumières, allait illuminer ses ombres.
Le colloque se tenait au Palais des Congrès, porte-maillot, un mastodonte de béton et de verre où les ambitions se cognaient comme des vagues sur les quais de la Seine. J'y suis arrivé en tailleur pantalon gris perle, cheveux relevés en chignon sévère, un dossier sous le bras plus lourd que mes remords. Thème, éthique et résilience en entreprise. Ironie mordante, parler de résilience à des requins en cravate. Antoine était là, en panel voisin, vantant ses stratégies innovantes pour la compliance légale. Je l'ai vu depuis les coulisses, son sourire Colgate illuminant l'écran géant, clair dans le public, main sur le ventre comme un bouclier. Mon intervention a suivi la pause café, où les délégués sirotaient des espressos tièdes en échangeant des cartes de visite. Mesdames, messieurs, la résilience n'est pas innée, elle s'apprend en brisant les chaînes de l'autosacrifice. J'ai déroulé mon speech comme un scalpel, exemple concret, stade du CNRS sur le burn-out féminin en France, 70% des femmes sacrifiées à la famille avant carrière. Puis, le coup de grâce, prenez l'exemple d'un avocat renommé qui détourne des fonds familiaux pour des vices personnels. Est-ce éthique? Ou un appel à la vengeance légitime? J'ai projeté un slide anonyme, extrait d'email, chiffres bancaires floutés. La salle a frémissé, des murmures ont enflé comme une marée montante. Antoine a bondi sur scène après, visage congestionné sous les spots. Madame ma sœur semble confuse entre fiction et réalité. Permettez-moi de clarifier. Mais ces mots bafouillaient, son charisme fissuré. Un journaliste du Monde, au premier rang, a levé la main, Monsieur Moreau, ces chiffres correspondent-ils à votre cabinet? Le chaos a suivi, questions fusant, flash crépitant. J'ai quitté la scène la tête haute, Marc m'attendant dehors avec un sourire complice, il avait assisté, incognito. Les retombées ont été un raz-de-marée. Le Figaro titrait le lendemain, scandale au palais, fratrie en guerre professionnelle. Antoine a perdu 3 clients majeurs, Claire a déposé une demande de séparation des biens, invoquant instabilité financière. Ma mère m'a appelé en sanglots, tu l'as ruiné, Élise. Il dort sur le canapé. J'ai répondu calmement, il a ruiné des vies, maman. La mienne en premier. Elle a raccroché, mais j'entendais le craquement de sa carapace. Pourtant, la victoire avait un goût âcre. Marc et moi, on dînait souvent maintenant des bistrots anonymes du Sentier, où les steaks frites fumaient sous les abat-jours tamisés. Il écoutait mes confessions sans juger, ses doigts effleurant les miens sur la nappe à carreaux. Tu n'es pas une vengeresse, Élise. Juste une survivante. Ces mots pensaient, mais les nuits, les cauchemars revenaient, Antoine enfant, me poussant du toboggan pour m'apprendre à être forte. Était-ce de la résilience, ou de la cruauté précoce? J'ai approfondi la traque. Avec l'aide d'un détective privé, un ex-flic bourru de la PJ, recommandé par Lucas au GDTR+, Antoine avait harcelé sexuellement une stagiaire il y a 5 ans, étouffé l'affaire avec un chèque et des menaces. Le dossier, scellé dans un coffre à la banque postale, m'attendait. Utilisez-le sagement, mademoiselle, avait grogné le privé, son cigare éteint pendant entre les dents. Sage? La sagesse avait été mon geôlier trop longtemps. Je l'ai envoyé à Claire, anonymement, via un courrier discret de Chronopost. Elle m'a appelé le soir, voix brisée, c'est toi, n'est-ce pas? Je pars avec le bébé. Il ne mérite rien. Pour la première fois, une alliance fragile, la belle-sœur trahie contre le tyran commun. Antoine, acculé, a tenté le chantage, un mail nocturne, 3 heures du matin, si tu continues, je révèle tes secrets à Marc. Ton avortement secret en 2010, par exemple. Mon cœur s'est serré au se passer enterré, cette grossesse surprise de Julien, avortée dans une clinique anonyme de la rue de Sèvres. Comment savait-il? Maman, bien sûr, dans un moment de faiblesse. La contre-attaque a été instinctive. J'ai contacté un avocat, pas n'importe lequel, une charque du barreau de Paris, spécialisée dans les diffamations familiales. On le cloue au pilori, a-t-elle dit, ses ongles rouges tapotant le bureau vitré. Procès pour diffamation intenté contre Antoine, avec preuve à l'appui. Les audiences, au tribunal de grande instance de Paris, étaient un théâtre absurde, lui, en costume froissé, jurant fidélité, moi, sereine, récitant les faits comme un rosaire laïque. La presse s'est déchaînée, la revanche de la petite sœur dans Paris Match, avec ma photo en noir et blanc, regard défiant. Ma mère a fait une tentative de suicide, pilules avalées dans la salle de bain de Vincennes, découverte par le voisin. Hôpital Cochin, unité psychiatrique, je me suis précipité, bouquet de lys à la main, ces fleurs funèbres qui sentaient le pardon forcé. Allongé sur le lit blanc,
perf à la veine, elle m'a regardé, pourquoi, Élise? On t'aimait. Aimait? Vous m'utilisiez, maman. Comme un pansement jetable. Nos mains se sont touchées, froides, et pour la première fois, j'ai vu ses larmes comme les miennes, un miroir brisé. Antoine, entre-temps, sombrait. Son cabinet fermé, il squattait un studio à Belleville, buvant du rouge en cubi dans des bars au néon froid. Il m'a contacté via un message vocal, voix pâteuse, reviens, Élise. On efface tout. Pour la famille. Famille. Le mot me donnait la nausée. J'ai effacé le message, mais pas la rage. Le prochain coup, révéler l'affaire de harcèlement à la presse, via un leak contrôlé à Mediapart. Une source anonyme accuse l'avocat disgracié et ses ombres. La tempête a éclaté. Enquête policière, Antoine convoqué au commissariat du 19e, menottes en vue. Claire a accouché prématurément une fille, prénommée Louise, ironie du sort, comme notre grand-mère. J'ai envoyé des fleurs à la maternité Port-Royal, carte neutre, félicitations. Sois forte pour elle. Marc, à mes côtés, murmurait, assez, Élise. Tu as gagné. Gagné? La victoire sentait le cendre. Mais le feu couvait encore. Une nuit, après un verre de trop au comptoir général, j'ai reçu un appel anonyme, Élise Moreau. Ton frère prépare sa riposte. Attention à ton Marc. Le cœur battant, j'ai compris, la guerre n'était pas finie. Elle ne l'était jamais, dans les familles françaises tordues comme les ruelles de Montmartre. L'avertissement anonyme m'a glacé comme un mistral d'hiver sur les berges du Rhône. Non, nous étions à Paris, mais le froid était le même, intérieur. Marc, endormi à mes côtés dans son appartement haussmannien du VE, près du Panthéon, respirait paisiblement. J'ai fouillé son téléphone, paranoïaque, rien. Mais le doute s'insinuait, venimeux. Était-ce Antoine, ou pire, un allié inattendu? Le lendemain, j'ai renforcé les serrures, installé une alarme via un artisan de Leroy Merlin, et briefé Lucas, il faut que j'anticipe. La vengeance se retourne parfois contre soi. Les jours suivants ont été une veille armée. Mon agence florissait articles dans Le Monde sur l'empowerment féminin post-familial, mais je dormais peu, hanté par des visions d'Antoine, ombre errante dans les couloirs du métro, complotant. Il avait raison pour l'avortement, ce secret, enfoui comme un cancer, refaisait surface. J'en ai parlé à Marc, un soir pluvieux, lové sur son canapé en velours usé, vin chaud épicé à la main. C'était il y a 15 ans. Une erreur, un choix. Il m'a serré, sans un mot de jugement, ça ne change rien. Tu es toi, Élise. Sa tendresse était un baume, mais fragile. Claire m'a contacté, via WhatsApp, rencontrons-nous. Pour Louise. On s'est vu au Luxembourg, sous les châtaigniers rougissants d'automne, poussette à la main. La petite, minuscule, gazouillait, ignorante des tempêtes. Antoine est parti, Élise. Il boit, il ment. Je veux divorcer, mais il menace de tout révéler sur toi, l'héritage, tes manipulations au point. Ses yeux, rougis par les nuits blanches, imploraient. J'ai hésité, puis, laisse-moi l'aider. Pas pour lui, pour nous. Alliance scellée sur un banc mouillé, promesse de preuve mutuelle. Avec l'aide de mon avocat, on a monté un dossier étanche, témoignage de l'ex-stagiaire, via un canal sécurisé, audit bancaire confirmant les détournements. Antoine, convoqué à nouveau, a craqué lors de l'interrogatoire, aveu larmoyant, enregistrement fuité par erreur policière. La presse a titré « L'avocat brisé confesse, une vie de tromperie ». Il a été suspendu du barreau, radié pour 2 ans minimum. Ma mère, sortie de l'hôpital, a coupé les ponts, tu as gagné, mais à quel prix? Le prix, l'insomnie, les migraines, et une fracture avec Marc. Il avait découvert, par un email malencontreux, l'étendue de mes recherches sur Antoine, les trackers GPS, les écoutes illégales borderline. C'est toxique, Élise. Tu te perds dedans. Dispute explosive, vaisselle brisée contre le mur crème, cris étouffés par les voisins parisiens stoïques. Je me protège. Après tout ce qu'ils m'ont fait. Il est parti, valise à la main, laissant un vide plus grand que la Seine en crue. Seul, j'ai sombré un temps, nuit au Baron Rouge, pinot noir à flot, observant les couples flirter aux tables en zinc. Puis, renaissance. J'ai voyagé d'un train pour Lyon, où j'ai arpenté les traboules secrètes, symboles de résistance passée. Là, dans un café ouvrier,
j'ai écrit une lettre à Antoine, non envoyée, tu m'as appris la haine, frangin. Mais j'ai appris la force. De retour, mon agence a pivoté, atelier sur sortir du sacrifice familial, bondé de femmes comme moi, parisiennes en burn-out, provinciales en exil. Mais Antoine n'était pas vaincu. Il a réapparu, squelettique, lors d'une visite surprise à mon bureau. Cheveux hirsutes, costume pendouillant comme une peau vide. Élise, écoute-moi. J'ai tout perdu. Claire, le boulot, maman qui me déteste. C'était un jeu, au début. Mais tu as tout pris au sérieux. Ses yeux, injectés de sang, imploraient. J'ai fermé la porte, verrouillée. Un jeu? Ma vie était ton terrain de jeu sort. Il a supplié, à genoux sur le parquet ciré, aide-moi. Pour l'enfance, les Noëls au parc de Vincennes. L'enfance. Flash, lui, me volant ma trottinette, moi, riant pour le faire sourire. J'ai craqué, un instant. Appelé un centre de désintox à la périphérie, payé la première semaine. Pas pour toi, pour moi. Pour clore le chapitre. Il y est entré, tremblant, promettant le changement. Ma mère, informée, a rappliqué, dîner réconciliateur chez elle, pot-au-feu fumant, larmes et excuses. J'ai été une mauvaise mère. J'ai pardonné, à moitié le pardon est un processus, comme un vin qui mûrit en cave. Marc est revenu, timidement, un bouquet de roses trémières du marché d'Aligre, un « je t'aime », malgré tout. On a reconstruit, lentement, thérapie de couple chez Lucas, rire partagé sur des terrasses ensoleillées. Mais l'ombre planait, Antoine, sorti du centre après un mois, rechuta. Un accident de voiture, ivre, sur la 6 vers Lyon en collision mineure, mais symbolique. Hôpital Tenon, je n'y suis pas allé. C'est son chemin, maintenant. Pourtant, la vraie riposte d'Antoine a frappé là où ça faisait mal. Un article anonyme dans un blog juridique, la manipulatrice Élise M, victime ou bourreau? Détails intimes mon avortement, mes doutes sur Marc, même des photos volées de nos disputes. La toile s'est enflammée, troll sur Twitter, client fuyant mon agence. Hypocrite. Elle prêche l'éthique en étant toxique. Marc a douté, un soir, est-ce vrai? J'ai juré que non, mais la graine était plantée. J'ai contre-attaqué, une dernière fois, conférence de presse improvisée au Café des Sports, près de la Tour Eiffel. Oui, j'ai vengé. Parce que le silence tue plus que les mots. Et aujourd'hui, je choisis la vérité. La foule de journalistes, micros tendus comme des lances, a bu mes paroles. Titre positif, Élise Moreau, icône de la libération familiale. Mais intérieurement, le coup montait. Ma mère, reléguée en maison de retraite à Neuilly, appelait moins. Claire élevait Louise seule, nous évitant. Et moi? Une coquille victorieuse, mais fissurée. L'hiver 2025 a enveloppé Paris d'un manteau de givre, transformant les Haussmanniens en décor figé d'un film de René hanté, introspectif. Mon agence, rebaptisée Libre Élan, tournait à plein régime, séminaire en visioconférence avec des salariés de toute la France, de l'île aux Salines de Guérande. Les chèques affluaient, mais l'argent ne comblait pas le vide. Marc et moi, on vivait ensemble maintenant, dans son appartement du quartier latin, où les livres de philosophie empilaient les étagères et les matins sentaient le croissant frais de la boulangerie d'en bas. Pourtant, nos nuits étaient entrecoupées de silence. Tu penses encore à lui, demandait-il, et je hochais la tête, honnête. Antoine avait disparu des radars aux rumeurs d'un job précaire à Marseille, serveur dans un bistrot portuaire, loin des lumières de la capitale. Claire m'écrivait occasionnellement, photo de Louise grandissant, rieuse sur un tricycle, merci pour tout. Elle portera ton prénom en milieu. Élise. Un legs inattendu. Ma mère, dans sa chambre au mur pastel de la résidence, tricotait des layettes inutiles, ses yeux perdus dans des souvenirs qu'elle ne partageait plus. Nos visites étaient protocolaires, téfades, conversations sur la météo, évitant les abysses. Mais la vengeance, cette hydre, repousse ses têtes. Un matin de décembre, alors que la neige saupoudrait les toits de Montparnasse, un colis est arrivé, anonyme, posté de Provence. Dedans, une clé USB et une note manuscrite, la vérité complète. Pour que tu dormes. Tremblante, je l'ai branchée sur mon Mac, Marc à l'épaule. Fichier audio, voix d'Antoine, enregistré en secret, confessant tout à un thérapeute. Ma sœur. Je l'ai haïe dès le berceau. Elle était la favorite, la pure.
J'ai tout saboté pour me sentir vivant. Saboté? Julien, l'héritage, même l'accident de vélo d'enfance, un coup de pied délibéré. Et pire, il avait fomenté la crise de ma mère, en lui cachant ses pilules pour la pousser à bout, cherchant ma culpabilité. Le choc m'a plié en deux, nausée acide remontant comme du marc distillé. Marc a éteint, c'est fini, Élise. Laisse-le crever dans son enfer. Mais non. La rage, cette vieille amie, a rugi. J'ai contacté le privé, trouve-le. Discrètement. 2 jours plus tard, adresse, un taudis à Aix-en-Provence, près des fontaines bouillonnantes. J'ai pris le TGV, seul, valise minimaliste, cœur battant comme un tambour de la fête de la musique. Aix m'a accueilli sous un ciel azur, mais mon humeur était orageuse. La ville, avec ses cours ombragés et ses marchés aux herbes provençales, contrastait avec ma tourmente. J'ai trouvé l'adresse, un immeuble décrépit, peinture écaillée, odeur de pissa de chat dans l'escalier. Porte 3B, coup sec. Antoine a ouvert, vieilli de 10 ans en 6 mois aux barbes grises, yeux creux, chemise tachée de vin. Élise? Choc, puis fuite instinctive. Je l'ai bloqué, on parle. Maintenant. À l'intérieur, chaos, bouteille vide, factures impayées, un poster jauni de l'OM. Il s'est assis sur le lit défait, tremblant. Comment m'as-tu trouvé? J'ai posé la clé USB, écoute ça. Et explique. Il a pâli, puis les mots ont jailli, torrent, j'étais jaloux, Élise. Maman t'adorait en secret dans ses câlins volés, c'est ma petite fille. Moi, le garçon, j'étais l'outil. J'ai voulu te briser pour me reconstruire. Briser. Les amours sabotés, les opportunités volées, la mère manipulée. Même le bébé de Claire? Tu as prié pour une fausse couche, hein. Il a nié, mais ses yeux mentaient. La confrontation a duré des heures, voix montant comme une symphonie wagnérienne, cris, pleurs, accusations lancées comme des couteaux de cuisine. Tu m'as volé ma vie, hurlait-il. Et toi la mienne, répondais-je. Puis, le vide, silence pesant, seulement le tic-tac d'une horloge bon marché. Pourquoi l'enregistrement, ai-je demandé. Pour me libérer. Mais je l'ai envoyé à toi. Pour que tu saches, et que tu me tues, peut-être. Tu. Le mot flottait, lourd. Je suis parti à l'aube, laissant 1000 € en cash sur la table, pas pitié, mais clôture. Train retour, paysage défilant, vignes gelées, gares endormies. À Paris, Marc m'attendait, bras ouverts. C'est fini? Oui. J'ai détruit la clé, effacé les traces. Mais le poison persistait, rêve où j'étranglais Antoine, ou pire, où je l'aidais, et il me poignardait. Ma mère est morte en février, paisiblement, d'une pneumonie dans sa chambre vue sur la Seine. Enterrement intime, au cimetière de Passy, sous une pluie fine. Antoine n'est pas venu au trop ivre, ou trop lâche. Moi, j'ai lu un poème d'Apollinaire, La Lorleille, sur les amours perdus. Claire, avec Louise en robe blanche, a serré ma main, on est libre, maintenant. L'agence a publié un livre, Désapprendre le sacrifice, best-seller aux presses de la Cité. Débat télé sur France Inter, où je plaidais pour la revanche saine. Marc et moi, on planifiait un voyage en Bretagne, falaise battue par l'Atlantique, pour laver les plaies. Mais un soir de printemps, alors que les cerisiers fleurissaient le long de la Seine, un appel, numéro masqué. Voix d'Antoine, rauque, je reviens, Élise. Pour tout reprendre. Le cycle recommençait. Où finissait-il? L'appel d'Antoine a résonné comme un glas dans le crépuscule printanier de Paris, alors que les terrasses du boulevard Saint-Germain bruissaient de rires et de verres qui s'entrechoquent. J'étais chez le coiffeur, sous le casque chauffant, magazine Vogue ouvert sur un article futile sur les tendances mode. Le téléphone a vibré, et sa voix, cette voix que j'avais bannie de mes rêves, a percé, je reviens, Élise. Pour Louise, pour maman, pour nous. Tu ne pourras pas m'arrêter éternellement. Clic, silence assourdissant. La coiffeuse, une Marocaine nommée Fatima, a levé un sourcil, mauvaise nouvelle? J'ai souri, forcé, juste un fantôme. De retour chez Marc, j'ai tout déballé, nu sur le lit king size, lumière tamisée des lampes d'opaline. Il veut revenir. Dans ma vie, dans la vengeance. Marc, torse nu, cicatrice d'une appendicectite ancienne barrant son ventre, m'a prise dans ses bras, alors, on l'arrête ensemble. Pas de plus de sang.
Sans. Métaphorique, désormais. J'ai appelé Claire, il t'a contacté? Oui, message larmoyant, promesse de sobriété, de paternité. Ne l'écoute pas, bloque-le. Elle a hésité, voix chevrotante, et si c'était vrai, cette fois? Louise a besoin d'un père. Besoin. Le mot maudit. Les jours suivants, une traque mutuelle s'est installée, comme un tango macabre dans les rues pavées de Belleville. Antoine postait sur des forums obscurs frères trahis cherchent rédemption et moi, je modérais, signalais, et effaçais. Il envoyait des colis, vieilles photos d'enfance, tickets de métro jaunis de nos escapades au Louvre. Souviens-toi des bons moments. Bon. Seul dans ma tête. J'ai renforcé les sécurités, mots de passe changés, alarme connectée, même un spray au poivre dans mon sac Birkin. Puis, l'escalade, une lettre à Marc, postée de Marseille. Elle t'a menti sur tout. L'avortement? Ce n'était pas Julien. C'était moi. Une nuit d'ivresse, après un Noël. Mensonge. Pur mensonge. Mais le doute a planté sa graine, Marc, pâle au petit déjeuner, croissant intact, dis-moi que c'est faux. Faux. Il invente pour nous briser. On a fait l'amour ce matin-là, furieux, réparateur, corps entremêlés comme des vignes sauvages en Languedoc. J'ai décidé de l'affronter, une fois pour toutes. Pas à Aix, trop prévisible. Non, à Paris, terrain neutre, sur notre sol commun. J'ai fixé rendez-vous via un SMS burner, café de Flore, demain, 14h. Viens seul. Il a accepté, ponctuel, silhouette émaciée sous le parasol vert iconique. Hemingway y avait écrit, Sartre disséquait l'enfer des autres. Nous, on disséquait le nôtre. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? Café noir fumant, sucre en morceaux intacts. La paix. Ou la guerre, si tu préfères. Ses yeux, cerclés de noir, brillaient d'une lueur maniaque. La conversation a dérapé vite, accusations, justifications, rires hystériques. Tu m'as rendu comme ça, Élise. L'égoïste éveillé. J'ai riposté, non. Tu l'étais déjà. Le voleur d'âme. Il a sorti une enveloppe, document falsifié, prêtant à croire que j'avais manipulé l'héritage de maman pour mon agence. Publie-les. Et perds tout. Bluff. J'ai appelé mon avocat en direct, vérifier ça. Réponse, faux grossier. Il a blêmi. Le point de rupture, pourquoi, Antoine? L'enfance n'était pas assez? Il a craqué, voix brisée, parce que j'étais invisible. Toi, la fille parfaite, absorbant tout l'amour. J'ai voulu te rabaisser pour respirer. Révélation. Pas excuse, mais clé. J'ai tendu la main, thérapie commune. Ou rien. Il a refusé, se levant, trop tard. Parti, laissant l'enveloppe comme un défi. Ce soir-là, crise, Marc a exigé un break. C'est trop, Élise. Ta famille nous aspire. Il est allé chez un ami, à Montmartre, escalier en colimaçon menant à des nuits solitaires. Seul, j'ai marché le long de la Seine, lumière dansant sur l'eau noire, pont des Arts sans cadenas désormais un symbole de chaîne brisée. Appel à Lucas, suis-je monstre? Non. Humaine. Et les humains paient. Antoine a frappé fort, plainte pour diffamation contre moi, basée sur l'article blog. Audience express au tribunal, juge las sous les dorures républicaines. Témoignage, clair pour moi, jurant sa loyauté, lui, seul, pathétique. Verdict, plainte rejetée, dommages et intérêts à mon profit. 1000 €, plus publication de rectification. Victoire Pyrrhique. Il a disparu à nouveau, rumeur d'un exil en Espagne, fuyant les huissiers. Ma mère, dans ses derniers jours, avait légué une lettre, Élise, pardonne pour guérir. J'ai échoué, mais tu réussis. Lu au crépuscule, sur le balcon face à Notre-Dame en reconstruction, larmes coulant comme la pluie d'été. Marc est revenu, contrit, j'ai eu peur. Mais je t'aime, guerrière. On s'est mariés civilement, petit comité aux mairies du 4e, Louise demoiselle d'honneur en robe fleurie. L'agence prospère, le livre en seconde édition. Je donne des conférences, pas sur la vengeance, mais sur la reconstruction, désapprendre pour renaître. Antoine? Une carte postale d'Andalousie, il y a un mois, je bois moins. Merci pour le miroir.
Pas pardon, mais trêve. Aujourd'hui, décembre 2025, je marche dans les Tuileries enneigées, Marc à mon bras, Louise trottinant devant. La famille m'a appris à passer après, désapprendre a failli me détruire, oui. Mais de ces ruines, j'ai bâti un château au pas de sable, de pierre parisienne, solide. Et si Antoine revient? J'aurais appris, la porte s'ouvre, mais la clé est à moi.